Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021. Le Bitcoin se stabilise toujours sur les niveaux similaires aux semaines précédentes, ça ne bouge pas trop. On va aller voir un petit peu son graphique en début d'émission et ensuite on va enchaîner avec 3 crypto-monnaies qui sont selon moi intéressantes pour l'année 2022. Voilà que moi j'ai en assez grosse quantité dans le portefeuille et je vous partage simplement cela. À savoir qu'aujourd'hui c'est également le jour où le nouveau tableau que j'ai pu créer et réaliser sort, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'obtenir. Ceux qui avaient déjà l'ancienne version vont pouvoir simplement faire un petit complément de donation. Ça va pas forcément être instantané, vous allez recevoir des mails, toutes les personnes qui ont déjà effectué des donations, vous allez recevoir des mails dans les 3 prochains ou 4 prochains jours. Si lundi ou mardi soir vous n'avez pas encore reçu le mail, vous pouvez à ce moment-là me contacter. Vous allez avoir dans ce mail un code promotionnel qui vous permettra d'acquérir la nouvelle version à moindre frais puisque vous avez déjà effectué une donation. Et pour les nouveaux, vous le trouverez sur le site de CryptoOrganize sous chacune de mes émissions, donc celle-ci. Vous allez avoir effectivement un lien, alors c'est celui-ci, où vous allez tomber sur le site. Et c'est à cet endroit-là, sur l'onglet donation, que vous allez pouvoir obtenir le tableau. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le détailler un petit peu maintenant, brièvement, puisque c'est le nouveau, il y a quelques fonctionnalités en plus. Ceux qui connaissent déjà ou ceux qui ont déjà vu l'émission d'hier où j'expliquais ça, n'hésitez pas à avancer, là il y a les chapitres, vous allez directement après l'introduction pour voir les analyses. Dans le futur, je ferai vraiment une vidéo spécifique pour le décrire, pour m'éviter de le décrire réellement à chaque fois dans mes émissions. Je sais que ça peut vous embêter, certains d'entre vous, mais comme je le dis, vous avez la possibilité d'avancer évidemment sur YouTube. Alors vous avez un portefeuille à l'écran qui est un portefeuille fictif. Comment ça marche ? Vous allez recevoir, admettons, le tableau, vous allez pouvoir entrer toutes les crypto-monnaies que vous possédez. Vous allez avoir le fichier comme ça directement au travers d'un lien et vous allez avoir accès à votre fichier qui vous sera unique et là vous allez mettre toutes vos cryptos. Regardez, j'en ajoute une, automatiquement les prix sont récupérés. Donc ça sert à quoi ce tableau ? Ça sert d'ajouter toutes ces crypto-monnaies, de marquer les quantités qu'on possède sur chacune des plateformes. Admettons que vous avez 10 plateformes avec de l'argent dessus en crypto-monnaie, vous savez plus où vous en êtes, ça réunit tout en fait ce tableau. Donc voilà, j'ai ajouté AAVE, ça me dit solde nul. Donc maintenant il faut rentrer la quantité de AAVE. Si c'est ajouté sur l'autre plateforme ici, je vais dire voilà, sur la plateforme 2 j'en ai 1, sur la plateforme 3 j'en ai 2, etc. Donc vous dites combien vous avez de AVE et vous allez vous connecter à chacune de vos plateformes pour regarder les soldes de vos cryptos et les entrer ici. Maintenant on voit qu'il n'y a plus l'écrit l'ESN, on a ajouté une quantité, il est plus nul le solde, et maintenant on voit sur le tableau de bord directement AAVE, j'en ai 3, ça vaut tant en euros, en dollars, tant en euros, le pourcentage que ça représente par rapport au portefeuille total qui est écrit ici. Et son prix là inscrit à cet endroit là. Les camemberts de répartition ici, là donc j'ai indiqué le AAVE, vous voyez il y a quasiment tout sur la première plateforme et un petit peu sur la deuxième et un tout petit peu sur la quatrième également. Donc du coup il y a la répartition de l'argent que vous avez sur chacune des plateformes ici. Donc si vous avez plein de plateformes, ça peut être pratique de voir si c'est bien réparti, que vous n'avez pas votre argent vraiment tout au même endroit. C'est ça l'intérêt de ça. Là il y a un petit convertisseur, bon je ne vais pas rentrer dans tous les détails du tableau aujourd'hui, mais grosso modo c'est à ça que ça sert, et vous avez un autre onglet qui vous permet de dire combien vous avez investi à la base. Vous allez mettre les achats que vous faites avec des euros, dès que vous faites une transaction par rapport à l'euro, vous le mettez ici, les achats, les ventes, si vous vendez des cryptos pour récupérer des euros, vous le mettez ici. Par exemple, on va dire que aujourd'hui, vous voulez récupérer 1000 euros, vous vendez des cryptos parce que vous avez besoin de cet argent pour faire quelque chose dans la vie de tous les jours. Eh bien, vous allez ici marquer le montant de votre portefeuille au moment de la session. Excusez-moi. Donc là, c'est écrit ici, 34 686. Et donc automatiquement ça va vous indiquer la plus-value qui est associée à votre session. Vous savez que sur les 1000 euros que vous récupérez, il y a 700 euros de plus-value parce que vous avez fait une performance énorme là sur cet exemple. Vous avez investi 10 000, le portefeuille vaut 35 000, donc forcément il y a une grosse plus-value. Sur la plus-value, il y a 30% d'impôts à payer, vous le savez. Donc ça c'est une aide pour faire la déclaration finalement. Vous allez pouvoir mettre toutes vos sessions, vous allez avoir toutes les plus-values associées à ça. Au moins vous êtes au clair là-dessus. À savoir que ça remplace pas la nécessité de faire un appel à un avocat fiscaliste si nécessaire ou effectivement de télécharger toutes vos transactions sur Binance, ça fera pas office de preuve s'il y a un contrôle, mais au moins vous êtes clair dans votre tête et dans ce que vous faites. C'est ça un petit peu l'intérêt. Alors aujourd'hui j'ai fait une présentation assez brève du tableau. Sachez qu'avec effectivement votre lien et votre tableau, vous allez avoir un tutoriel vidéo et également sur chaque onglet ici du tableau, vous allez avoir un lien qui va vous amener vers la partie du tutoriel qui correspond à l'onglet, à la page correspondante. Après vous avez vu, c'est très simple à remplir. Normalement vous n'avez pas besoin de regarder entièrement le tutoriel, vous avez peut-être déjà compris pas mal de choses. Mais c'est vrai que j'ai quand même fourni ça de façon à ce que ce soit vraiment clair pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Ceci étant dit, il y aura aussi mon mail pour me contacter en cas de besoin, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre au quotidien. Allez, c'est parti, je vous passe l'introduction, on va enchaîner directement avec le marché. À tout de suite.
Allez, c'est parti et comme toujours, bien sûr, on débute avec le Bitcoin qui imprime cette semaine une bougie rouge. Nous sommes jeudi, donc on va voir ce qui va se passer avant dimanche pour la clôture. Mais clairement, c'est pas des niveaux étonnants, hein, c'est des niveaux qu'on avait visionnés ensemble, qu'on avait imaginé qu'effectivement qu'ils puissent être atteints assez rapidement. Ça a été chose faite hein, avec cette grosse mèche de liquidation. On est quasiment revenu au 61,8 de Fibo de cette hausse-ci précédente. Donc rien d'étonnant, rien pour moi qui m'incite à paniquer sur le cours des crypto-monnaies en ce moment. Cette analyse long terme, je la passe tous les jours, alors je vais pas la refaire aujourd'hui, on va zoomer sur un graphique plus court terme. On va aller voir par exemple le daily. On ne prend pas l'historique par rapport au mois de mai et le plus bas qui était atteint ici, on va prendre simplement ça comme historique pour voir ce qu'il se passe. Et ici on reprend simplement un Fibo de cette dernière petite hausse qui a eu lieu entre le 20 septembre et ici le 10 novembre et le sommet qui a été atteint. On a observé déjà tout d'abord sur le RSI vraiment un nouveau sommet à cet endroit-là. On voit que derrière à cet endroit-là, en tout cas en daily, hein, on n'a pas fait de nouveau sommet. Donc sur du court terme, en tout cas daily c'est peut-être un mois, 2 mois, on avait cette information de se dire que le marché était peut-être prêt à baissier, en tout cas si cette divergence se confirmait. La divergence, effectivement, elle a été confirmée lorsque, regardez, là, effectivement, nous avions un nouveau sommet sur le cours, un plus bas sur le RSI et la cassure, regardez, de la ligne ici horizontale, c'est la neckline. À cet endroit-là, on avait le signal baissier. Voilà. Derrière, on pouvait estimer que peut-être on allait revenir toucher ça sur le RSI pour redescendre par la suite. Ça n'a pas été le cas. On est plutôt descendu assez fort, assez vite. Donc la confirmation du marché, du scénario baissier, elle a été confirmée ici à cet endroit-là, sur cette bougie, hein, vraiment lors de cette cassure-ci. Au niveau de la clôture, pour être très précis, alors je vais me positionner. Vraiment, c'était étonnant. Hein. C'est vraiment sur la clôture de cette bougie du 16 novembre que là, on avait la confirmation bearish. Et ce qui s'est passé après, c'est que ça a été assez lent, assez progressif. Mais effectivement, il y a eu cette grosse bougie de liquidation. Donc cette confirmation de divergence a été assez vérifiée ici et assez rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit un marché qui a déjà pas mal descendu. Cette fois-ci en daily, la divergence a été confirmée. On allait chercher quasiment la zone de survente. Donc là, aujourd'hui, quand on regarde le marché en daily, on peut se dire que potentiellement le marché pourrait être prêt à reprendre de la valeur. On a touché hein, clairement le bottom à cet endroit-là. Malgré tout, des fois, on peut voir également des divergences hein, pour un retournement de situation dans l'autre sens. Est-ce que ici, il y a quelque chose à se mettre sous la dent? Pas vraiment, on va enlever ce Fibo. Donc ici, effectivement, on a un plus bas à cet endroit-là. Ça représente ce point-là. Donc il y en a une divergence, j'ai l'impression. Alors elle est matérialisée certes en daily, mais vous voyez, moi là, je vous parlais d'une divergence qui était beaucoup plus espacée dans le temps. Hein. Ici et ici, vous voyez, il y a quand même une sacrée période de temps. Si on veut visualiser cette petite divergence qu'on voit ici à l'écran, il va falloir aller sur un time frame encore plus court. Mais en daily, on va dire que c'est pas, regardez, c'est vraiment des fluctuations très court terme. Pour moi, c'est pas viable, en tout cas, pour l'analyser ici. Par exemple, je ne serais pas étonné effectivement qu'on ait un petit rebond qui monte, qui ramène le cours du Bitcoin à 55 000, pour ensuite aller descendre encore un petit peu plus bas ici, retoucher cette trendline au 42 000, et à ce moment-là, ce qu'on est effectivement la divergence ici, c'est-à-dire qu'on monte ici, que là on ne fasse pas de plus bas, et là vraiment on aura la vraie divergence. Ça se produit pas à chaque fois les divergences, hein. faut bien qu'on soit clair par rapport à ça, c'est que des fois effectivement il n'y en a pas du tout, hein. Mais malgré tout c'est un scénario plausible effectivement que le Bitcoin retourne sur les 55 000 pour revenir aux 42 000. Et avoir cette configuration propre, exactement comme celle qu'on avait ici, qui était super propre. Voilà, c'est une affaire à suivre. Comme je le disais, il faudrait aller sur du plus court terme pour vraiment voir ce qui est en train de se passer ici. On va aller voir par exemple le 4 heures, est-ce que cette divergence se matérialise? Toc, je supprime ce que j'ai fait avant. Tac, on va zoomer un petit peu. Est-ce qu'on prend en compte cette mèche d'excès? Oui, alors c'est vrai que là on a eu effectivement un gros point baissier sur le RSI. Là, ici, on a un marché qui clôture plus bas ou non, c'est la question que je me pose. Voilà, on voit qu'on n'a vraiment pas clôturé plus bas. On est vraiment sur une grosse ligne de support à cet endroit-là. On la touche plusieurs fois, mais on a quand même une bonne pression vendeuse dessus. Hein. Donc là, quand je suis en 4 heures, je me dis que potentiellement le Bitcoin, sans aucun problème, pourrait casser cette ligne par le bas. D'ailleurs, quand on voit un triangle rectangle comme ça, et qu'on sait que les triangles rectangles sont cassés 7 fois sur 10 par leur ligne horizontale, on peut se dire que là, au niveau des probabilités, quand même, il est fort possible que le Bitcoin vienne chercher des niveaux plus bas ici, pourquoi pas venir chercher cette trendline de très long terme hein, qui est dessinée ici aux alentours des 42 000 en confirmant cette figure. Je vais me mettre à nouveau en bougie, je vais me mettre en weekly pour que vous puissiez visualiser cette trendline dont je suis en train de vous parler. C'est vraiment une trendline de très long terme, hein. Regardez, elle est ici, là en diagonale, elle passe sur le cours au mois d'octobre 2020 pour toucher à nouveau en juin 2021 et peut-être maintenant si jamais on décide d'y retourner.
Donc voilà, vous l'avez compris, pour le court terme, je suis plutôt baissier sur le Bitcoin et le marché en général, mais sur du moyen terme, début 2022, pourquoi pas haussier, et sur du long terme, 1 an, 2 ans, je suis plutôt mitigé, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une dernière vague qui pourrait se préparer, avec ensuite un gros retracement qui sera assez important, qui pourrait peut-être faire quelque chose comme ça, même aller plus bas que cet ancien niveau des 30 000, pour pourquoi pas rejoindre à nouveau les 20 000 ici à cet endroit-là, d'ici 1 an ou 2. Ça c'est vraiment possible. Il faut rester conscient que c'est pas parce que le Bitcoin touche les 150 000 qu'il va jamais revenir sur le niveau des 20 000 par derrière. Regardez ici, on a touché les 20 000 $, il a touché ensuite ici quoi, les 3 000, environ 3 200 $. Donc ça fait quand même une baisse très importante. Et ça peut à nouveau se reproduire, il faut en rester hyper conscient quand on investit dans ce secteur, surtout sur les prix et les niveaux actuels qui sont quand même élevés malgré le léger retracement qu'on a eu ces dernières semaines. Voilà, j'en ai fini avec le Bitcoin, on va enchaîner du coup avec les 3 cryptos qui selon moi pourraient effectivement être très intéressantes d'avoir dans le portefeuille début 2022. Et je débute avec Casper, projet très intéressant que j'avais découvert grâce à la plateforme CoinList qu'il avait listé à l'époque sur un prix de prévente très faible. Aujourd'hui on est quand même beaucoup plus élevé. Lors du listing il a explosé, on ne prend pas en compte ces grosses bougies. Malgré tout le gros tracement par la suite a été assez important. Ici on a une jolie ligne de tendance qu'on pourrait positionner, qu'on a touché une fois, 2 fois, et puis on en a reparlé sur la chaîne, excusez-moi, il y a quelques temps lorsque nous étions par là. Effectivement c'était les niveaux de prix que j'avais indiqués qui me semblaient pertinents. On voit qu'on rebondit dessus aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on va pas le casser par le bas, mais clairement là on a un signal assez bullish en se disant que vraiment c'était une ligne de support très pertinente pour investir dans Casper. On est toujours sur des prix intéressants quand on regarde le graphique. On a touché certes les 11 centimes, on est à 12,85. Bon, ok, si on a un Bitcoin qui continue un peu sa baisse comme on l'a vu tout à l'heure, pourquoi pas pour retourner aux 42 000. Est-ce que effectivement ce token pourrait lui redescendre et casser cette ligne? C'est possible, il faut en rester conscient. Malgré tout, on est sur une forte ligne de support et c'est un projet en lequel je crois beaucoup et je suis assez convaincu qu'il peut prendre énormément de valeur. Si on le regarde sur CoinGecko, on voit qu'il est 2 centièmes, donc il est déjà haut en capitalisation. Attention, il est quand même à 374 millions de dollars de capitalisation. Donc effectivement, le voir monter à 3 milliards, ça reste jouable, et donc arriver dans le top 50, je ne sais pas exactement combien c'est au niveau du classement, les 3 milliards, mais clairement le voir effectivement faire un fois 10, donc c'est-à-dire augmenter la capitalisation par 10, c'est possible. Attention à l'offre en circulation, il y a quelque chose sur lequel il faut se renseigner, que j'avais effectivement suivi à l'époque, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais il y a forcément quelque chose qui fait en sorte que des tokens sont émis au fur et à mesure du temps, et donc effectivement l'offre totale qui est de 10 milliards de tokens, excusez-moi, est encore loin d'être atteinte puisqu'on a seulement émis environ 30% des tokens ici. Voilà, malgré tout, si on regarde le graphique, on est sur des niveaux intéressants et c'est pour ça que je tenais à vous en parler aujourd'hui. Je vais continuer avec Tezos XTZ. C'est très compliqué de faire un top 3 en réalité, il y a énormément de crypto-monnaies, il y en a que je parle énormément sur la chaîne au quotidien, que je vous passe pas spécialement aujourd'hui dans le top 3, vous comprenez bien. Par exemple Fusion, c'est un token dans lequel je crois énormément, pareil j'en ai beaucoup dans le portefeuille, mais je vais pas vous en reparler encore aujourd'hui. Tezos pareil, j'en parle régulièrement, mais là pour moi c'est pareil, ça vaut le coup d'en parler. Regardez les graphiques par rapport au Bitcoin, on est très bas, on a vraiment fait quelque chose de très bearish, et là regardez, on est en train de vraiment de construire quelque chose, on a un canal ascendant, on a vraiment cette ligne basse qui est respectée à chaque fois. J'en ai encore parlé ici sur la chaîne plusieurs fois en vous disant que moi j'avais fait l'erreur malheureusement d'en acheter ici. Je voulais l'acheter par palier, j'avais mis un Fibo comme ceci, à la fois sur le cours par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar, et quand j'ai passé mon achat sur Binance, je me suis trompé sur les quantités, j'ai acheté 1500 Tezos au lieu d'en prendre 1500 $, du coup derrière j'ai vu qu'il baissait et puis je l'ai pas revendu. Mais je les garde sur du long terme, je suis assez confiant sur ce token de façon générale. On va aller voir son prix par rapport au dollar juste après, mais juste pour finir avec ça, on est pourquoi pas ici en train d'aller rebondir pour aller chercher à nouveau cette ligne haute. Et si ça arrive, regardez ce qu'on peut faire ici, ce qui peut être intéressant de regarder, c'est de prendre le Fibo à l'inverse de cette baisse-ci, pour voir quel niveau il peut être atteint par le Tezos. Déjà, cette ligne-ci finalement ne viendrait pas forcément chercher les 61,8, on est même encore plus bas. Donc si on la casse par le haut, je pense que ça risque d'être assez explosif pour déjà de revenir dans cette zone de recharge et pourquoi pas nous faire un double top. Ici on a un fort point de résistance, malgré tout si on le casse par le haut, après c'est la porte ouverte, et vu que je crois énormément pareil en ce projet, eh bien je suis assez confiant sur un scénario qui pourrait se produire de cette façon. Mais après tout ça reste de la spéculation, ça reste un marché financier et ça reste risqué de le faire, on le sait, on peut perdre de l'argent bien sûr. Allez, on va voir le Tezos par rapport au dollar.
C'est pas parce qu'on achète les bottoms, on essaye de trouver des bons moments pour acheter qu'à chaque fois on fait les bons choix. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas, FOMO, dans le sens il faut vraiment pas tomber dans le piège d'acheter quand on est très haut, qu'on casse des sommets, qu'on c'est l'euphorie et que tout le monde en parle. C'est vraiment quand personne en parle, qu'on est sur des niveaux bas, etc., qu'il faut commencer à s'y intéresser de façon très précise et d'aller voir les projets, de voir vraiment ce que ça pourrait apporter comme valeur ajoutée au monde en général, hein, parce que les projets blockchain quand même ont pour ambition, pour la plupart, de révolutionner un petit peu le système financier, le rapport que les gens ont avec l'argent, finalement l'aspect de la possession digitale. Ça c'est vraiment quelque chose de très important qu'on peut apporter grâce aux NFT. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être révolutionnées en fait dans le monde actuel, on le sait, et ça peut vraiment passer par ce genre de technologie. Et il faut comprendre tout de même qu'il y a énormément de projets qui sont là uniquement aussi pour se faire de l'argent, et c'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner avant d'investir sur quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui vont profiter de ce qui est en train de se passer pour tout simplement gagner de l'argent et prendre de l'argent aux personnes sans avoir même si c'est une vraie structure, même si c'est légal par rapport à la loi, ils peuvent vraiment faire quelque chose, on va dire, de sommaire, faire des levées de fonds, et finalement ça s'arrête là, quoi. Donc on voit que ça a un petit peu changé ce mouvement là, mais il faut rester prudent parce que maintenant avec le Launchpad on arrive à plutôt sélectionner correctement les projets, mais à l'époque des ICO c'était un petit peu le problème, et c'est peut-être encore également le souci dans certaines entreprises qui vont lancer des projets blockchain avec du métaverse, simplement en marquant un peu tout ça sur le site vitrine un petit peu, et sans avoir réellement les personnes qui ont les compétences pour développer le projet par derrière, vous voyez. Donc il faut faire très attention et pas mettre son argent comme ça sans réfléchir dans le premier projet qu'on voit ou dans lequel un pote à vous parle. Il faut vraiment aller se renseigner un peu plus en détail. Bref, je finis avec le graphique du Tezos. Ici, par rapport au dollar, on a cette ligne de tendance haute. On l'a cassé à cet endroit-là, on l'a cassé également, donc deux excès haussiers qui forment une deuxième trendline parallèle que vous voyez aussi également à l'écran. Et puis ici, on est plutôt sur la partie basse du graphique, donc c'était pertinent d'investir malgré tout. Malgré tout, on constate que on n'est pas revenu chercher la ligne de tendance basse. Mais vu que c'était le cas sur le graphique par rapport au Bitcoin, on pouvait se douter que là, quelque chose pouvait se produire. Après, rien ne nous dit qu'on va pas y aller, hein. Mais effectivement, si on vient chercher cette ligne-là, il est fort probable que par rapport au Bitcoin, on la casse également, et ça serait peut-être plus bearish pour ce token. Donc, à voir ce qui se passera. Mais là, on est sur une configuration intéressante, un joli canal ascendant, un niveau de rechargement ici parfait entre les 61,8 et les 78,6. Le prix des 4,56$ pourrait être payé, à savoir qu'on a touché les 3,80$ récemment. Voilà pour Tezos. Et je vais clôturer l'émission avec IOTA. IOTA, pourquoi ? Parce que c'est une crypto-monnaie qui est avec un projet pareil très intéressant qui concerne tout ce qui est Internet of Things et donc objets connectés, etc. liés avec la blockchain. Ça fait partie des projets, selon moi, où il y a vraiment des grosses teams derrière, où ça travaille dur, où il y a des avancées phénoménales, sauf qu'il n'y a pas de marketing derrière, ils ne se font pas spécialement connaître, ils ne font pas diffuser un petit peu leurs idées. C'est une crypto qui existe depuis longtemps, et en fait, je pense qu'ils essayent de développer un produit qui fonctionne, qui marche bien, et qui est vraiment accessible pour tout le monde, avant de se démocratiser, même si ça existe depuis longtemps, et que c'était très connu, hein, cette crypto, lors du bull run de 2018, parce qu'elle avait énormément performé à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, voilà, on est sur une stabilisation. Et cette stabilisation, elle est très, on va dire, elle est très propre, parce qu'elle dure depuis un petit moment. C'est ce qu'on cherche sur un marché financier, c'est quelque chose qui stabilise. Je vous prends un exemple, hein, on va retourner sur IOTA juste après, mais je vais même vous prendre l'exemple du Bitcoin, tout simplement, hein. Regardez ici, ça c'est ce qu'on appelle une stabilisation, c'est-à-dire que à cet endroit-là, on a un marché financier qui ne faisait pas grand-chose, qui rangeait entre deux bornes, et c'est vraiment ce qu'on recherche pour investir, quelque chose qui fait ça pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est pas quand on a quelque chose de très haussier comme ça très rapidement qu'il faut investir, c'est quand on se stabilise, etc. pendant un moment, que le marché ne fait rien, que effectivement plus personne ne s'y intéresse, qu'il faut nous y intéresser pour mettre quelques billets. Alors on retourne sur IOTA maintenant, et on va voir que effectivement c'est un peu ce qui est en train de se passer. On a quelque chose d'assez plat depuis, regardez ici, le 12 août 2019. Là nous sommes en 2021, ça fait plus de 2 ans finalement que ce marché se stabilise, avec un cours par rapport au Bitcoin, regardez qu'il vient toucher plusieurs fois ce niveau-là, même qu'il le dépasse, qu'il vient à chaque fois le toucher, on a des lignes de support, de résistance très propres. Il y a des gens qui font peut-être du trading un peu dessus, mais il n'y a pas vraiment d'engouement encore. Et ça pourrait venir, voilà, si jamais le projet fonctionne à l'avenir, que la team continue à bosser comme ça dessus, et que tout se passe bien. Et c'est ça qui pourrait induire en 2022 quelque chose d'énorme sur ce coin, avec une hausse par la suite. On va regarder son cours par rapport au dollar, histoire de faire une analyse sur le prix sur lequel il pourrait être acheté. Effectivement, on a vu par rapport au Bitcoin, il stabilise depuis 2 ans. Par contre, par rapport au dollar, il a pris de la valeur. Vous allez me dire, mais comment ça se fait ? Je comprends pas. T'es en train de me dire qu'il stabilise et maintenant tu me dis que voilà,
il prend de la valeur, c'est logique, hein, c'est simple, le Bitcoin, lui, est passé de 3800 $ en mars 2020, il a touché les 67 000 $. Donc forcément, les autres cryptos également ont performé, hein, même si voilà, celle-ci a stagné par rapport au Bitcoin ces 2 dernières années, donc elle n'a pas du tout profité du bull run qu'on est en train de vivre, elle a juste suivi la tendance du marché des cryptos actuels. Donc le coin est passé de 30 centimes à 2,50 $, certes, donc une belle performance, pour revenir aussitôt aux 62 centimes quand le Bitcoin crash, donc il suit le mouvement. Le Bitcoin monte, il monte, le Bitcoin descend, il descend. Il n'y a pas de réelle performance en solitaire qui s'est produit. Et c'est quelque chose qui pourrait se passer à l'avenir. On a un sommet ici. Le plus haut prix jamais atteint sur IOTA était de 6,50 $. On est encore très loin aujourd'hui, on a 1,16 $. Ça fait un moment que j'en parle sur la chaîne, notamment lors de ce crash. Moi j'ai pas mal rechargé, hein, ici aux alentours des 80-60 centimes. Et j'attends avec impatience de voir ce qui va se passer, même si, comme d'habitude, ça reste de la spéculation. On ne sait pas ce qui pourrait se passer. Moi je me renseigne de mon côté et j'essaye de trouver les bonnes cryptos. Et j'essaye de le partager sur la chaîne, à vous de faire la même chose. Si vous gagnez, c'est surtout pas grâce à moi. Et si vous perdez, c'est pas grâce à moi non plus en fait. C'est vous qui devez faire vos recherches sur les sujets, sur les choses dans lesquelles vous voulez investir. Maintenant, je regarde le graphique ici, on va essayer de trouver des niveaux pertinents. Et effectivement, on avait cette zone de rechargement qu'on est venu toucher avec ces mèches. Ici, on est en weekly, on peut se mettre en journalier. On voit qu'effectivement, entre les 1,16 $, donc les prix actuels, hein, et les 90 centimes, ce sont des niveaux pertinents parce qu'on pourrait sans problème imaginer que là, il y a un W qui se transforme de cette façon. En plus de ça, ce qu'on peut faire, c'est se remettre du coup en weekly, ouais, voilà, comme ceci. Tac, supprimer le Fibo, alors non, on va le laisser peut-être, on va essayer de voir cette trendline qui vient toucher les cours comme ceci. Et bien vous voyez, ça nous amène pile poil également dans cette zone. Donc on a un fort point ici de support et on est quasiment dessus, hein. D'ailleurs il y a beaucoup de cryptos où c'est le cas en ce moment. Si on vient le casser par le bas, là il y aura un signal assez bearish qui pourrait nous faire dire qu'effectivement on risque de se stabiliser encore un petit moment avant de performer. Mais voilà, le IOTA sur les niveaux actuels me semble intéressant. On arrive sur la fin de l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. En ce moment je fais énormément d'analyses sur les graphiques, etc. Et j'ai envie de développer une partie beaucoup plus technique sur la blockchain et vraiment essayer de rentrer en profondeur dans certains projets pour voir exactement comment ça se passe, sans parler forcément de l'aspect spéculation. Et c'est un aspect que je vais essayer de développer en 2022 sur la chaîne, tout en continuant à faire des émissions sur les graphiques bien sûr, pour essayer d'identifier les niveaux pertinents dans nos investissements de façon générale, les paliers de revente, les paliers d'achat sur le prochain bear market qui aura probablement lieu dans 6 mois ou 1 an, hein, à voir ce qui pourrait se passer. Mais voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.